Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre de Spring Paris-Saclay, intitulée Résilience post-Covid, quels apports de la technologie blockchain. Alors il s'agit de notre deuxième conférence blockchain de la journée, puisque ce matin nous proposons une table ronde sur la stratégie publique européenne pour la blockchain et en particulier sur l'identité numérique. Et cet après-midi, on essaiera de montrer quels peuvent être les apports de la technologie blockchain à la résilience de nos industries, de nos sociétés. Alors peut-être pour un rappel rapide sur les activités blockchain de Systématique, pour en citer quelques-unes. Donc, on a notamment la publication du livre blanc blockchain en 2018. Plus récemment, en 2020, le lancement d'un groupe de travail blockchain au sein du Hub Cyber et Sécurité, qui propose d'animer une communauté de parties prenantes de la blockchain au niveau francilien et national. Et puis le lancement aussi, début 2020, du projet européen BeHub for Europe, dont on a aujourd'hui représentant des lauréats du programme d'accélération. Donc nous accueillons aujourd'hui pour parler de ce thème de la résilience à travers la technologie blockchain, 3 organisations de l'écosystème de Systématique Paris Région et de BeHub for Europe. Donc d'une part, Sandy Becky, qui est cofondatrice de eHop, et également lauréat du programme d'accélération BeHub. Timothée Brugière, qui est directeur général et R&D de Transchain. Et Mathieu Hugues, CEO de la société Tilcal, également lauréate de notre programme d'accélération BeHub. Donc pour ma part, je suis donc Mona El Jadaoui, chargée de mission Europe au pôle Systématique Paris Région, et particulièrement affectée au projet BeHub for Europe. Donc pour démarrer sans plus tarder, je vais donner la parole à Timothée pour une introduction sur les technologies blockchain. Bonjour à tous, merci Mona et merci à Systématique pour l'organisation de cette conférence qui nous permet d'échanger sur la thématique de la blockchain, particulièrement dans ce contexte où la dématérialisation arrive de plus en plus vite avec les problématiques actuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que la blockchain a maintenant une dizaine d'années en tant que technologie. Beaucoup de gens connaissent maintenant le terme Bitcoin, mais de plus en plus comprennent que le Bitcoin n'est pas la blockchain. Donc effectivement, la blockchain est cette technologie dont la première application a été financière via les crypto-monnaies. Mais la technologie sous-jacente, que l'on appelle la blockchain, n'est rien d'autre finalement qu'un mécanisme de gestion de preuves irréfutables, distribuées et partageables. Donc c'est vraiment cette technologie et ce concept qui quelque part disrupte l'écosystème actuellement et permet d'imaginer des nouvelles solutions qui n'étaient jusqu'à présent pas possibles de mettre en place ou alors compliquées ou reposant sur des tiers de confiance, ce qui parfois peut créer des problématiques de confiance notamment. Alors la blockchain, techniquement, on va passer rapidement dessus et pourquoi on prétend que la preuve est fiable, c'est que c'est un mécanisme que l'on appelle distribué, c'est-à-dire qu'elle est répartie entre plusieurs acteurs et chaque transaction, chaque opération, chaque écriture dans la blockchain est signée par le participant qui souhaite y participer. Cette signature est une signature électronique finalement et une preuve irréfutable que l'ordre vient bien de la personne concernée. La blockchain fonctionne comme ça. Ces différentes transactions sont ensuite regroupées entre elles. On appelle cela un bloc, qui sont ensuite connectés par le réseau. Arrivent ensuite des problématiques, notamment de minage, qui sont de plus en plus contestées aujourd'hui à cause de la consommation énergétique de certains systèmes. Mais l'intérêt de la société pour ces technologies fait qu'aujourd'hui, des solutions beaucoup moins énergivores existent et sont mises en place par la majorité des systèmes qui souhaitent, on va dire, s'installer de façon pérenne et proposer des solutions en accord avec un déploiement massif. Alors, une fois que l'on a cette chaîne de blocs, finalement, que peut-on en faire? On a rajouté des fonctionnalités par-dessus que l'on appelle les smart contracts,
qui ne sont finalement rien d'autre que du techniquement code personnalisable, mais qui, dans les faits, permettent de rajouter une couche applicative à ce registre, c'est-à-dire d'effectuer des vérifications, d'effectuer des actions automatiques, finalement d'inclure des process métiers à l'intérieur de ce réseau, c'est-à-dire que le réseau va automatiquement pouvoir générer des actions, vérifier des conditions. Par exemple, pour effectuer un paiement, on vérifie que la livraison est bien arrivée et le paiement est automatiquement déclenché par le réseau. Ça peut être un cas d'application simple et efficace. De nos jours, les choses évoluent encore de plus en plus vite, avec notamment quelque chose, vous en avez peut-être entendu parler, qu'on appelle l'écosystème DeFi ou la Decentralized Finance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de connecter les blockchains entre elles, ce qui ouvre de nouvelles perspectives techniques, évidemment. Ça veut dire que l'on peut proposer des produits bien plus avancés qu'auparavant et que l'on avance finalement dans ce concept de partage et d'auditabilité de l'information. Alors, qu'est-ce qu'est DeFi concrètement? C'est simplement la possibilité de connecter des services qui se font confiance entre eux. Par exemple, vous avez une blockchain qui va gérer des identités, une blockchain qui va gérer du transport, une blockchain qui va gérer je sais pas, des cas d'accident ou des preuves d'accident. Et vous allez pouvoir connecter l'ensemble de ces acteurs, une blockchain d'assurance par exemple, pour que l'assureur puisse vérifier à la fois l'identité des personnes impliquées, puisse vérifier par exemple la valeur de la voiture, puisse vérifier tout un tas d'aspects de façon automatique. Et finalement, c'est le système qui pourra proposer ce genre de service de façon automatique et bien sûr automatisable et vérifiable. Donc, si on devait peut-être conclure sur cette partie un petit peu technique rapidement, je pense voilà, qu'il faut voir vraiment la blockchain comme un système qui permet de laisser des preuves irréfutables sans avoir besoin d'un tiers de confiance auquel on pourrait toujours reprocher de pouvoir manipuler l'information. Une fois qu'on a cette technicité, quelles sont les applications aujourd'hui qui nous sont proposées et quelles sont finalement, après que la technologie soit un petit peu mature de nos jours, les applications qui peuvent avoir des usages concrets directement. Ben, c'est notamment, bien sûr, ce que vont présenter les deux personnes après moi. Vous verrez que je pense qu'ils me contradiront pas. On parle bien de gestion de preuves, effectivement, mais cela est un domaine très très vaste. Et finalement, ces réseaux blockchain ont de plus en plus tendance à s'interfacer avec un grand nombre d'outils numériques qui nous entourent. C'est par exemple le cas de nos smartphones qui peuvent être vus donc comme des capteurs, alors que ce soit pour des photos ou pour des déplacements. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. C'est le cas aussi de beaucoup d'objets connectés simplement qui nous entourent de plus en plus souvent, des capteurs de température dans les camions pour prouver que la marchandise n'a pas été altérée, des capteurs GPS pour prédire et avertir au mieux de l'arrivée d'une marchandise, ou alors pour garantir que, encore une fois, par exemple, pour nos problématiques d'assurance, le véhicule était bien présent sur les lieux au moment du problème. Voilà, donc c'est un écosystème large qui reposera à la fois, bien sûr, sur des systèmes automatisés qui génèrent de l'information, les capteurs dont je viens de parler, sur des personnes, bien évidemment, vous et moi, qui auront potentiellement besoin soit de signer des documents, soit de déposer des preuves sur ce genre de système, et bien sûr sur des automates qui permettront de gérer des process métiers de façon à simplifier de plus en plus l'accès aux différents services, j'ai envie de dire, tout en permettant à l'utilisateur de contrôler et de vérifier ses accès. Par exemple, votre opérateur vous demande un accès à votre carte d'identité, cela est dématérialisé dans la blockchain. Voilà, vous générez juste un jeton d'accès et il peut y accéder pour vérifier. Vous pouvez contrôler qu'il n'a accédé qu'à cette partie-là de votre dossier. Voilà. Les applications sont grandes, que ce soit bien sûr dans le monde administratif, dans le monde de la supply chain, de la traçabilité et du transport, ou simplement pour la société dans un grand nombre de cas. Et je crois d'ailleurs que c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Sandy. Je te laisse la parole et la société IHOP. Merci Timothée. Donc bonjour à toutes et tous. Et donc je suis Sandy Becky, donc cofondatrice de l'association IHOP Help for Hope. Donc je vais partager une présentation qui va aussi permettre d'illustrer
donc ce que nous faisons. Donc très concrètement, donc nous sommes. Attendez, je suis allée une slide trop loin. Donc aujourd'hui, nous nous positionnons. Notre raison d'être, c'est vraiment d'être le bras armé de la lutte contre les violences en mettant donc la blockchain et le cryptage de données au service du droit de la preuve, hein, puisque c'est le sujet du jour, afin que chaque victime puisse donner du crédit à sa parole et bénéficier d'un procès équitable. Pourquoi la preuve est un élément fondamental? C'est parce qu'il ne peut y avoir de procès sans preuve hors de tout doute raisonnable, donc c'est l'expression consacrée hein, au niveau de la justice, et que un certain nombre de procédures engagées auprès de la justice aujourd'hui se retrouvent classées sans suite, dans l'impossibilité d'être instruites parce que le parquet, donc en la personne du procureur de la République, ne peut pas faire aboutir la procédure et ne peut pas l'instruire parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves tangibles. Et s'il y a un domaine dans lequel cette absence de preuves est vraiment criante, c'est le domaine des atteintes aux personnes, donc des violences de personne à personne, et principalement dans le cas des violences domestiques, conjugales, intrafamiliales, et aussi donc les violences qui existent au travail, où on a aujourd'hui, que ce soit les violences dans la sphère privée, environ 80% des plaintes qui se retrouvent classées sans suite. En ce qui concerne les féminicides qui sont extrêmement médiatisés maintenant, il faut quand même savoir que l'on a chaque année environ 70% des personnes des femmes qui meurent dans le cadre d'un féminicide qui avait déjà porté plainte, et cette plainte a été classée sans suite. Et en ce qui concerne donc les violences au travail, où là, on a pratiquement 90% des plaintes classées sans suite. Ce sont des chiffres de l'inspection de la direction judiciaire. Et donc, on sait particulièrement dans ce contexte de pandémie qu'il y a eu une explosion des signalements, puisque selon les chiffres de l'ONU pour la France, il y a eu 30% de signalements en plus pour violences intrafamiliales en France sur l'année 2020. Donc, j'ai plus le... J'arrive plus à passer à la slide. Ah oui. Oula, non, ça va trop... Donc, en ce qui concerne donc la solution apportée par IOP, c'est une application mobile. Donc, justement, pour permettre aux personnes de pouvoir non seulement capturer des fichiers, donc que ce soit des fichiers audio, vidéo ou photo. Ces fichiers capturés grâce à l'application ne sont pas visibles dans la galerie du smartphone, ils sont uniquement visibles dans la galerie du téléphone. Et une fois que de l'application, pardon, et une fois que ces fichiers ont été capturés, ils sont donc ensuite enregistrés automatiquement sur la blockchain et transférés aussi automatiquement sur un serveur crypté. Donc, le fait d'être enregistré automatiquement sur la blockchain, pour reprendre ce que Timothée nous a expliqué, ça va en faire donc des preuves irréfutables et infalsifiables. Donc, il y aura une totale fiabilité puisqu'il n'aura pas été possible de les modifier, il n'aura pas été possible de les altérer d'une quelconque façon. Et ensuite, le transfert vers un serveur crypté, donc un coffre-fort numérique, permet de stocker ces fichiers dans un endroit sécurisé de façon à ce qu'il a, si jamais il arrive quoi que ce soit au smartphone qui a capturé ces fichiers, qu'ils soient volés, perdus, détruits, eh bien, les preuves, elles seront en sécurité. Et donc, dernière étape de ce processus, bien sûr, c'est la récupération des preuves, et cette transaction se fait
au moyen de 2 clés numériques, l'une générée automatiquement par l'application et l'autre que l'on fournit nous-mêmes, donc IOP, et qui permettent aux autorités juridiques, en combinant ces 2 clés, de pouvoir accéder au coffre-fort numérique de la personne et pouvoir ainsi exploiter ces preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, cette application a été lancée en juin l'année dernière, le 17 juin 2020. Elle est téléchargeable gratuitement sur les plateformes iOS et Android. Aujourd'hui, nous avons environ, alors ce n'est pas le chiffre exact, mais c'est les dernières données qu'on a, environ 3573 fichiers qui sont enregistrés et sécurisés. On a des cas concrets de présentation de preuves IOP dans des dépôts de plainte. Et donc là, que on sait dans le département du Rhône, qui a permis l'instruction de la plainte, donc la recevabilité par le parquet, alors que la personne victime de violences conjugales depuis plusieurs années avait toujours vu ses plaintes classées sans suite. Pour l'instant, le procédé reste encore manuel, hein, l'application est assez récente et donc nous continuons à développer la discrétion du procédé de façon à ce qu'on n'ait pas à sortir son téléphone. Et donc prochainement, nous travaillons sur le déclenchement à distance de la fonction audio grâce à un bouton connecté qui va donc pouvoir permettre à un témoin, une victime, de déclencher le téléphone à distance et pouvoir enregistrer les preuves donc sans avoir à prendre son téléphone. Tout ceci est possible grâce à la générosité de mécènes privés, de leur soutien financier, mais aussi de mécènes technologiques. Et donc, je tiens quand même à le souligner. Et donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, merci de votre écoute. Je serai disponible à la fin pour les questions. Et nous sommes bien sûr présents sur les réseaux sociaux si vous voulez nous suivre et être au courant de notre actualité. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Je vais passer maintenant la parole à Mathieu, qui va nous présenter la société Tilcal. Merci. Ouais, bonjour à tous. Alors, attendez, je partage ma présentation. Tac. Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, donc je suis fondateur ici de Tilcal et je vais vous parler alors d'un sujet peut-être moins grave, mais qui a aussi son importance, qui est la question de la traçabilité des biens et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. 2 mots sur Tilcal, d'abord pour donner un peu de contexte, expliquer de quel point de vue je parle. Tilcal, c'est une société qui a 4 ans, dont la mission est de rendre la traçabilité simple et accessible pour les industriels. On travaille avec des industriels qui sont principalement dans les biens de consommation, mais aussi avec des gens comme Daher dans l'aéronautique. Donc des sociétés aujourd'hui de taille variée entre les Candide ou Danone, et sur des secteurs qui vont en gros des cosmétiques au food. Donc là, il y a en bas un certain nombre d'exemples de produits dont on assure la traçabilité pour différents de nos clients. Donc depuis des crevettes du Mozambique jusqu'à des cosmétiques pour enfants ou du lait pour enfants ou des laines de verre. Et donc l'idée là aujourd'hui, c'est un peu de partager comment nous on perçoit la traçabilité à travers les expériences des différents clients, les discussions qu'on a pu avoir avec beaucoup d'industriels sur ce qu'est aujourd'hui l'état de la traçabilité industrielle et les besoins qu'il y a finalement derrière et les enjeux qu'il y a finalement derrière. Donc c'est quoi la traçabilité finalement? C'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité qu'il y avait il y a plusieurs années, quand j'étais bien plus jeune, à la télévision. Je crois que c'est pour Candia, cette petite fille qui disait « Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Et puis le père avait du mal à lui répondre. Il était plongé dans son journal, il ne voulait pas trop répondre. Et c'est un peu ça la situation qu'il y a aujourd'hui, quand on demande « C'est quoi cette bouteille de lait ?» D'ailleurs, la situation, elle est tellement
parfois tellement gênantes qu'il y a des grands industriels laitiers, notamment un grand industriel français récemment, qui a fait beaucoup de lobbying pour supprimer l'obligation d'indiquer sur le lait, justement, l'origine. Donc on voit que la traçabilité et la mention de l'origine, même géographique, qui paraît très très évidente d'un produit, c'est aujourd'hui des gros enjeux de lobbying pour des industriels. Et donc en fait, il y a un certain nombre de choses pas si simples en fait, qui se posent derrière cette question qui paraît complètement évidente. C'est quoi cette bouteille de lait? Le premier enjeu important pour les industriels, c'est que il y a... on est d'accord avec ou pas, c'est bien, c'est pas bien. On peut tous avoir une opinion sur cette espèce de demande générale de transparence qu'il y a. En tout cas, elle est là. Et le fait est que la confiance dans les marques, la confiance aveugle dans les marques, c'est quelque chose qui est en train de s'étioler, qui est en train de disparaître. Il y a en France plus d'un consommateur sur deux qui déclare avoir déjà renoncé à un achat par manque de transparence. Et ce, sur un peu tous les produits. Donc ça va depuis, mais finalement, mes vêtements, d'où ils viennent. Et j'ai peut-être pas envie d'acheter des vêtements qui ont été cousus au Rana Plaza ou qui sont fabriqués à partir de coton qui vient du Xinjiang et de prison ouïghour. Ça, c'est un premier axe, le côté je veux acheter des produits qui ont un engagement éthique qui correspond avec le mien. Et puis, il y a un deuxième axe qui est que quand vous avez une grande marque d'huile d'olive qui fournit un packaging très luxe, qui affirme que son huile d'olive est d'origine agriculture biologique, mais qui, sur la même bouteille, dit que l'origine géographique de l'huile, c'est UE ou non-UE, ce qui est quand même pas très très précis. Il y a une sorte de contradiction, c'est-à-dire que je ne sais pas vous dire d'où vient l'huile d'olive, ou je ne veux pas vous dire d'où vient l'huile d'olive. En revanche, je peux vous promettre que c'est issu de l'agriculture biologique. Je pense que si on met les deux face à face, il y a une sorte d'incohérence, quelque chose qui n'est pas très crédible en fait dans cette double affirmation. Donc il y a vraiment une question de confiance qui grandit de manière forte. Il y a un deuxième enjeu important, c'est que en fait, ce n'est pas si simple d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la bouteille de lait, en fait, la bouteille de lait, c'est une bouteille de lait à deux moments dans sa vie. Quand elle sort de l'usine, ou quand elle vient d'être packagée, quand le lait vient d'être mis dans la bouteille, et puis quand elle est sur votre table. Mais en dehors de ça, c'est rarement une bouteille de lait qui est manipulée. Ça peut être un carton, une palette, ou un conteneur, ou un camion, tout ce qu'on veut. Ça peut être en amont de la bouteille de lait, une citerne, et parfois le lait vient même de vache. Mais la bouteille de lait en elle-même n'est pas la seule chose qu'il faille tracer si on veut organiser une traçabilité. Et ça, c'est finalement quelque chose qui est assez compliqué. C'est-à-dire que ça veut dire que pour répondre à la question « c'est quoi cette bouteille de lait ?», en fait, il faut aussi répondre à plein d'autres questions qui sont mais dans quel camion c'est passé, dans quelle citerne ça a été, où sont les vaches en question, peut-être à quelle température ça a été transporté dans quel camion, etc. Bref, il y a tout un tas si on veut vraiment réfléchir à la question de la traçabilité au sens strict, il y a tout un tas un peu précis, il y a tout un tas de questions qui émergent de la question toute simple, c'est quoi cette bouteille de lait ? Le troisième enjeu, qui est un enjeu finalement lié au supply chain moderne, c'est que, vu de loin, une supply chain théorique, c'est une espèce de chaîne de valeur qui est bien facilement modélisable sur un slide de consultant en stratégie et qui est finalement relativement simple. Les choses s'enchaînent simplement. Mais la réalité opérationnelle des supply chains qui se sont développées, qui sont globalisées, si on peut dire, depuis 20-25 ans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. C'est quelque chose qui, de manière très simplifiée, ressemble à mon schéma sur la droite. Là. Et encore, là, on nommait tout un tas de fonctions à l'intérieur, de co-packing, de repacking, de passage par des zones de transit, par des free trade zones, etc. Bref, les supply chains sont devenus des environnements extrêmement complexes où il y a un nombre d'intermédiaires important, entre 10 à 100 suivant la complexité des supply chains, et avec surtout des acteurs au sein de la chaîne d'approvisionnement qui ont des degrés de maturité, notamment technologique et digitale, qui sont extrêmement variables, ce qui rend l'accès même à l'information pour organiser de la traçabilité assez compliqué. Et face à cela, qui est vraiment le corollaire de ce troisième enjeu, en fait, tout le monde fait de la traçabilité depuis 40 ans, mais justement,
la plupart des gens sont restés à la traçabilité d'il y a 40 ans. Et finalement, les choses ont assez peu évolué. Traçabilité, c'est quoi aujourd'hui? C'est, en gros, je connais mes fournisseurs de rang 1, je récupère leurs certificats, ils sont plus ou moins à jour. C'est pas toujours, même avec eux, une traçabilité de flux qui existe, donc vraiment de ce qui se passe. Et dès qu'on arrive rien qu'à un rang 2 de fournisseurs, ça commence à devenir assez rare d'en avoir la liste. Et au rang 3, personne ne connaît jamais ses fournisseurs de rang 3. Et ça, dans toutes les industries. Et donc, en fait, la réalité de la traçabilité aujourd'hui, telle qu'on peut l'exprimer, c'est vraiment qu'on est capable d'avoir facilement une vue de la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute une partie immergée qui est sous le radar. Et sous le radar, il n'y a pas vraiment de secret. Ça pose toujours des questions sur l'origine, sur les fraudes, sur les marchés gris, sur tout ça. C'est ça qui fait, par exemple, qu'en France, je pense qu'on en a tous le souvenir de 2018, en France, organiser un rappel produit sur du lait pour enfants qui met en danger la santé des gamins, on ne sait pas faire. Et ça, c'est quand même embêtant. En tout cas, on ne sait pas faire en moins de 4 mois, ce qui est quand même un délai relativement long. Et c'est typiquement une question de traçabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Dernier enjeu vu des industriels, et qui là est une question assez récente et qui s'est beaucoup cristallisée avec la crise Covid, c'est qu'on peut sérieusement se poser la question de savoir pendant combien de temps il y aura encore un marché au sens vraiment des obligations légales. Pendant combien de temps il y aura encore un marché pour les produits qui ne sont pas tracés, qui n'ont pas une traçabilité fine. On voit, alors ça prend des formes assez différentes, mais les dernières évolutions, par exemple aux États-Unis du Food Safety Modernization Act, vont dans le sens de dire qu'en 2024, les produits alimentaires non tracés de manière précise, lot par lot, ne pourront plus accéder au marché américain. C'est quand même assez important, vu d'un industriel. En Chine, vous avez le même genre d'évolution depuis fin 2020 sur notamment tous les produits qui passent par des chaînes du froid. En Russie, à échéance 2025, c'est l'ensemble des produits de grande consommation qui doivent avoir une traçabilité à l'échelle du lot pour pouvoir accéder au marché russe. Et en Europe, l'angle est assez différent, mais il y a une augmentation des obligations dans le cadre du devoir de vigilance qui passe globalement d'une obligation de moyens jusqu'à présent. Vous devez en gros vous assurer que, par exemple, vos matières premières, les gens qui vous les fournissent peuvent vous donner des certificats qui vont avec. Donc ça, on bascule d'une obligation de moyens, finalement assez simple, à une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe que vous ayez ou pas les certificats, il faut vous assurer que effectivement les matières premières ne mettent pas en jeu, par exemple, de l'esclavage moderne, du travail d'enfants, des crimes environnementaux, etc. Et il y a même des acteurs privés aujourd'hui qui se positionnent là-dessus. C'est le cas du London Metal Exchange, la plus grosse bourse mondiale de trade de matières premières, enfin de métaux, qui a annoncé il y a une grosse année qu'à l'échéance 2025, les métaux non intégralement tracés n'aurait plus le droit de trade sur sa plateforme. Donc là, c'est quand même, notamment, quand on pense par exemple aux approvisionnements de cobalt, de tungstène, etc., qui alimentent toutes les batteries, tous les alternateurs, des éoliennes aux voitures, c'est quand même des positions qui sont assez fortes. Et donc se pose vraiment cette question de demain, sans traçabilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on peut encore accéder à certains marchés? Là-dedans, comment intervient la technologie blockchain? En fait, la façon dont on le voit nous, il peut y avoir plusieurs angles de vue, c'est que, en gros, une supply chain, c'est un environnement très décentralisé. Si on veut aller capter de l'information dans un environnement très décentralisé, ça ne paraît pas complètement débile, pas complètement lointain d'aller utiliser une technologie de base de données, donc qui permet d'enregistrer l'information, qui elle-même est décentralisée. C'est comme ça, nous, qu'on utilise le blockchain, c'est-à-dire qu'on déploie un réseau auprès de nos clients et de leurs fournisseurs, d'abord de manière primaire pour aller rendre simple la collecte d'informations, la collecte de déclarations, finalement, des différents acteurs d'une supply chain sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Une fois qu'on a fait ça, première chose qu'apporte blockchain, ce qu'évoquait Timothée tout à l'heure, et qui est évidemment importante, c'est la notion de preuve. Parce que ça permet de responsabiliser chacun des intervenants, et surtout chacun des intervenants qu'en général on ne connaît pas,
vis-à-vis de l'information qui est fournie sur la supply chain. Étant entendu que la réalité des supply chains, quand on les observe, c'est que bien sûr que dans les informations fournies, il y en aura certaines qui seront fausses, par erreur ou par fraude. Bien sûr, ça c'est la réalité de la vie. On ne peut pas empêcher ça. Et donc ce qui est important derrière, c'est de dire, en fait, cette information qu'on prend, on va l'analyser, on va analyser la cohérence, on va la scorer en quelque sorte, pour pouvoir évaluer si ce qu'on a reçu comme information sur la supply chain est effectivement, correspond effectivement à une réalité, à une image plausible. Donc c'est ce qu'on fait, nous, en fait, sur notre plateforme. On prend ces déclarations, on les rank, on les score, et on restitue à nos clients, du coup, une vue de comment s'est déroulée votre supply chain dans la vraie vie, vu les déclarations de chacun, est-ce que tout ça est crédible comme histoire. Et ensuite, on permet d'aller valoriser la donnée, typiquement via de la transparence consommateur. Et tout ça avec un élément, il y a deux éléments qui sont importants là-dedans. Le premier, c'est que, bien sûr, blockchain, c'est une technologie de base de données décentralisée, mais en fait, il y a plein de mises en œuvre de blockchain qui ne sont pas décentralisées. Et c'est typiquement souvent ce qu'on appelle, ce qui est joliment décrit sous le terme de blockchain as a service. Et quand ce n'est pas décentralisé, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'aucune des promesses, même technologiques, n'est réalisée. Et la deuxième chose, c'est que prétendre résoudre des problèmes importants, alors très importants comme ce que décrivait Sandy tout à l'heure, ou importants comme ce que je décris là, sur la traçabilité, ça n'aurait pas beaucoup de sens si en échange, on était en train de polluer la planète à coup de consommation énergétique débile, comme on peut voir par exemple sur du Bitcoin. Et heureusement, tout ça ne dépend finalement que de la mise en œuvre. Et typiquement, dans des mises en œuvre telles qu'on fait, il n'y a pas de consommation énergétique liée au déploiement de blockchain, en tout cas pas de consommation énergétique anormale. Deux exemples rapides de ce qu'on fait. Avec le groupe Danone, en fait, on assure la traçabilité de la production de lait pour enfants sur le marché chinois. Donc là, c'est vraiment des optiques de sécurisation des flux produits en Chine sur un marché où il y a eu, dans les années 2010, des cas de contrefaçon extrêmement graves sur des laits concurrents de Danone. Quand je dis extrêmement grave, c'est des laits qui étaient mélangés à des poudres de plastique, ce qui n'était pas très très bon pour les nouveau-nés qui prenaient ça. Et donc qui ont eu des impacts importants en termes de santé, en termes de marché. Donc là, on a décidé de sécuriser ça. Donc là, on est sur des produits qui sont les boîtes de lait qui sont marquées à l'unité, ce qu'on appelle sérialisé, donc un code unique sur chaque produit. Et nous, on assure en fait la traçabilité de tous les flux, donc au niveau palette, carton, produits unitaires, etc., à travers l'ensemble du réseau de distribution en Chine. Donc depuis les 6 supply points, les 6 usines de Danone dans le monde, jusqu'au retail en Chine, à travers donc un peu plus de 120 entrepôts tiers connectés, dont on remonte en fait en temps réel l'ensemble des flux à Danone, et donc aussi une vue de quelle est l'évolution des stocks, etc., dans ces entrepôts, chez ces tiers. Deuxième exemple, sur un angle assez différent, June, c'est un fabricant de produits cosmétiques et de santé pour bébés et pour leur mère. Donc là, on trace un peu plus une grosse centaine, peut-être 150 références produits à la maille du lot, dans un optique vraiment de mise en avant de la qualité des produits de June et de leur promesse de marque qui repose sur l'origine européenne et la qualité des produits sans perturbateurs endocriniens, etc. Donc deux usages différents, mais qui finalement reposent sur la même chose et sur le même besoin de tracer intégralement ce qui se passe. Et puis je prends un dernier exemple sur le domaine de la santé, parce que c'est peut-être un sujet qui est assez important dans cette phase de sortie du Covid, et où on se dit finalement que la traçabilité, c'est forcément quelque chose qui est résolu dans un domaine aussi important que la santé. C'est tellement résolu que dans le monde aujourd'hui, les estimations de l'OMS, c'est qu'il y a quelque part entre 10 et 25% de médicaments contrefaits. C'est tellement résolu la traçabilité des médicaments qu'il y a à peu près 77 millions d'acheteurs de médicaments contrefaits en Europe tous les ans. Et que c'est pareil aux États-Unis, et avec des taux de croissance qui sont assez importants, tirés par une estimation qu'a faite Europol il y a quelques années,
qui estime qu'en gros, la rentabilité de la vente de médicaments et de produits frauduleux est de l'ordre de fois 500. Donc c'est absolument colossal, c'est bien plus par exemple que le trafic de drogue. Et la réalité de tout ça, c'est qu'on sait en gros ce qui se passe, on sait en gros d'où ça vient, hein, les contrefaçons, mais on met difficilement le doigt dessus, parce que justement, c'est la traçabilité intégrale depuis les usines jusqu'au point d'approvisionnement des produits de santé n'est globalement pas ou peu assurée, en tout cas pas en temps réel et pas de manière souple. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La première, c'est que blockchain en soi, ça n'est pas la traçabilité. Blockchain, c'est un composant technique, un composant technologique qui permet de mettre en place une traçabilité moderne. Et quand je dis qu'il permet de mettre en place, souvent il y a la question de savoir, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de blockchain pour faire de la traçabilité? Et je pense qu'en fait, la question, elle se pose autrement. C'est comment vous faites autrement? Parce que, enfin, concrètement, il y a personne fait autrement. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a besoin de blockchain. La question, c'est pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Et une des raisons pour lesquelles c'est pas fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans un environnement aussi décentralisé des supply chains modernes, il y a besoin d'une technologie décentralisée pour pouvoir capter l'information. Deux autres points qui sont importants, je pense, c'est qu'il faut voir cette opportunité de traçabilité comme une opportunité de différencier des produits et de faire de la supply chain un outil de différenciation des marques et des filières. Et le troisième point, c'est que je pense que la question de la résilience, c'est une question qui est majeure aujourd'hui dans le débat général et dans l'idée de modernisation des industries. Et la traçabilité, c'est clairement un gage d'agilité et de résilience, au sens où si on ne sait pas précisément ce qui se passe, c'est difficile de réagir face à des crises majeures, comme par exemple ce qu'on a vu avec le Covid. Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup Mathieu, Sandy et Timothée pour ces présentations, qu'on a eu un petit peu un panorama de ce qu'est la blockchain et à quoi elle peut servir. On va du coup prendre quelques questions pour terminer la séance. On a donc Adrien Emery qui nous a posé des questions dans l'onglet. Alors la première, c'était comment peut-on réduire les coûts de mise en place de la traçabilité nécessaire à la blockchain pour des produits à faible valeur ajoutée? L'instrumentation de la supply chain ne va-t-elle pas avoir un impact trop important sur le prix du produit final? Est-ce que l'un de vous veut apporter des éléments de réponse sur cette première question? Moi, je veux bien apporter Alors, réduire les coûts, c'est marrant parce que je pense que ça renvoie finalement à une idée, c'est que blockchain, ça doit forcément être cher. Et c'est vrai que peut-être que souvent les projets blockchain, moi il y a quelques années, étaient chers parce que c'était tellement à la mode que c'était facile de les vendre cher en expliquant que c'était compliqué. Mais réduire les coûts par rapport à quoi? Moi, je ne pense pas que ce soit particulièrement cher. En tout cas, il n'y a pas de nécessité à ça. Après, est-ce que l'instrumentation de la supply chain va avoir un impact sur le prix du produit final? C'est une bonne question. Peut-être, sans doute. Mais je pense qu'on peut il faut le voir, on peut le voir aussi autrement. C'est d'abord quelle est la valeur que ça apporte, de savoir d'où viennent les produits en termes de sécurisation. Je reprends l'exemple du rappel sur le lait pour enfants il y a 4 ans en France. Ça vaut combien d'être capable de faire un rappel de lait pour enfants dangereux pour la vie des gamins en moins de 4 mois? Je ne pense pas que ça augmente de beaucoup le prix de la boîte, et je pense que il me semble que ça vaut le coup. Deuxième façon dont on peut voir les choses, aujourd'hui, dans le monde, dans les champs, dans les mines, dans les usines, etc., il y a 150 millions d'enfants qui travaillent. Ça vaut combien de savoir si la pâte de cacao que vous achetez pour vos gamins, elle est fabriquée avec du cacao qui est récolté par d'autres gamins dans des champs? Ça vaut combien de savoir si le cobalt de votre batterie ou le mica qui fait briller le rouge à lèvres, il est extrait par des mômes? Voilà, moi je pense que ça aura peut-être un impact sur le prix du produit final, mais que ce n'est pas exactement le sujet.
Après, c'est à nous de savoir le matin face à notre glace ce qu'on est prêt à assumer. Oui, je me permets de rebondir, Mathieu. Je suis bien sûr complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Au-delà de ça, il faut aussi comprendre que la blockchain répond aussi, je pense, à un besoin de la société de transparence sur ces sujets, parce que au-delà du fait qu'on veut consommer bon pour nous et ou mieux pour la planète, on veut aussi consommer respectueux de certaines valeurs. Je crois que c'est ce qui a été amené, et je crois que ça a été d'ailleurs dans les deux projets présentés, bien évidemment, et que la blockchain, en gros, bien sûr, n'interdit pas la fraude, hein, elle n'empêche pas de déclarer faux, la blockchain. Par contre, il y aura la preuve qu'on a déclaré faux s'il y a un contrôle, et ça permet de faire, je pense, une chaîne vertueuse de fait, c'est-à-dire que on va dire les entités fautives seront détectées et on pourra prouver que c'est elles à chaque fois. Après, bien sûr, le droit à l'erreur, tout ce qu'on veut, etc. Mais si c'est faux à chaque fois, il y a peut-être un truc quand même. En tout cas, il y aura les preuves et il y aura preuve voilà, que les choses ont mal été faites. Bien évidemment, ça n'empêche pas de déclarer faux, mais après, voilà, la blockchain, c'est pas non plus l'État, c'est pas elle qui va contrôler, ça reste déclaratif, évidemment. Donc, voilà, il ne faut pas espérer qu'elle réponde à tout, mais elle répond, je pense, à ce vrai besoin de la société. Et au-delà de ça, malheureusement, elle n'est souvent appliquée que quand il y a, on va dire, une contrainte légale forte présente ou à venir qui fait que les choses bougent. Et c'est vrai, je te rejoins Mathieu, quand on regarde actuellement les technologies, les façons de faire possibles, la blockchain répond à un compromis, je dirais, qui répond à beaucoup de problématiques, ne serait-ce que la confiance entre les acteurs et de fonctionner dans un écosystème tellement complexe que chaque acteur est incapable de savoir dans quel écosystème il évolue. Tout à fait. Sur la deuxième question du coup de cette même personne, on parle de justice, justice décentralisée en l'occurrence. Alors je ne sais pas si vous avez des éléments sur ce point, mais j'allais rebondir aussi par rapport à Sandy, par rapport à IOP, puisque vous travaillez pas mal avec la justice et qu'en fait la finalité de votre produit est aussi de pouvoir gagner des procès. Est-ce que vous avez une idée de la blockchain pour la justice aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu? Comment vous voyez l'application de la blockchain à ce secteur-là? Ah, on ne vous entend pas, Sandy. Il faut juste... Oui, excusez-moi. Oui, donc pour répondre à cette question, Mona, donc je pense que aujourd'hui, du point de vue de la justice, en tous les cas pour des applications digitales comme eHope qui se place sur ce terrain de la preuve, de la traçabilité de la preuve, du cryptage de la preuve. Il y a encore, je dois l'avouer avec beaucoup de transparence finalement, puisque c'est aussi de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de la transparence. C'est qu'il y a quand même une certaine frilosité et que donc, parce que c'est très innovant, en tout cas moi je parle dans le domaine dans lequel je suis où nous sommes sur ces preuves, principalement dans un contexte de violence sur personne. Et donc, on n'a pas forcément une adhésion au niveau national de tout un système judiciaire, mais on commence par l'adhésion de certaines entités judiciaires à des niveaux territoriaux, à des niveaux départementaux. Et je pense que petit à petit, avec le temps, la jurisprudence fera que ces preuves qui auront été blockchainisées, donc qui auront cette garantie que ça n'aura pas été falsifié, vont de plus en plus être acceptées. Et ça va peut-être même entrer comme quelque chose d'absolument naturel. Donc ça, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est comme il y a 15-20 ans, quand on est arrivé avec des emails ou des textos
qu'on a essayé de faire entrer dans la sphère judiciaire et qu'au début, il y a quand même eu une certaine réticence et puis qu'au bout d'un moment, ce sont devenues des preuves comme d'autres, même si elles ne sont pas codifiées aujourd'hui. Un email ou un SMS n'a pas de codification juridique, donc, mais sont acceptés comme des preuves. Et ce sera la même chose pour les preuves numériques portant un enregistrement blockchain. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Après, peut-être que Timothée et Mathieu ont un autre point de vue ou veulent compléter. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'aussi que la sphère judiciaire s'éduque de quelque sorte et c'est normal. Et elle pose aussi souvent les bonnes questions pour que les choses soient mises en place pour garantir à 100% effectivement des méthodes de vérification des preuves. Parce que, comme ça l'a été dit tout à l'heure, bon, une blockchain privée, peut-être que c'est pas tout à fait la même preuve qu'une blockchain publique accessible à tout le monde. Donc, il y a forcément des experts, ça va avancer petit à petit, il y aura de la jurisprudence. Souvent, c'est vrai qu'on fait le comparatif avec l'ADN. Au tout début, c'était pas une preuve irréfutable, l'ADN, et il a fallu voilà, un certain nombre d'experts, on va dire, pour que cela soit admis, et maintenant, personne ne se pose la question. Voilà, bon, les preuves numériques, c'est une évolution. Bien sûr, il faut que ce soit de la même manière que quand on récupère un ADN, j'imagine, il faut faire très attention parce que sinon c'est opposable. Voilà, il ne faudra pas faire n'importe quoi avec la blockchain, mais la justice, j'imagine, prendra en compte ces nouvelles preuves numériques, blockchain et ou liées à la signature numérique en général. Très bien. Je vois que Mathieu a déjà répondu à la question qu'on avait dans le chat. Moi, j'aurais peut-être une question pour vous, du coup, qui est peut-être quelles sont vos perspectives, Mathieu, Sandy, sur l'année qui vient, 2021 ou peut-être 2022 aussi. Comment vous projetez? Quelles sont vos actualités sur les mois qui viennent? Mathieu? Ça va me laisser le temps de réfléchir. Bien joué. Nous, on a des actualités. On a lancé récemment une plateforme dédiée aux questions de traçabilité dans le monde du textile. Qui s'appelle Foodbridge, avec des gens dont le métier est justement la mise en place et l'audit de chaînes textiles durables. Et ça, c'est assez intéressant parce typiquement, dans le textile, ces questions de traçabilité sont toutes juste émergentes, quoi. C'est assez marrant, il y a une effervescence assez forte qui apparaît. Je pense notamment dans la foulée de tous les débats qu'il y a actuellement sur les cotons et les laines issus du Xinjiang et des prisons pour Ouïghours en Chine. Et donc c'est vrai, et c'est assez intéressant parce que le secteur textile, c'est quand même un secteur qui est particulièrement pas digitalisé. Donc ça pose plein de questions qui sont assez intéressantes. Donc on est assez enthousiaste avec le lancement de cette plateforme. Puis après ça, on a d'autres clients dans différents secteurs sur des beaux produits qui seront lancés à l'automne ou peut-être en tout début 2022. Ça, on est vraiment sur une période de mise en œuvre aujourd'hui. Alors nous, côté IOP, on est toujours bien sûr sur la volonté de faire évoluer constamment le dispositif de façon à le rendre de plus en plus discret, comme je le disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on veut donc aussi rajouter de l'IoT, donc avec un objet connecté qui permet, un bouton connecté qui permettrait de déclencher la fonction audio à distance, parce que c'est tout simplement aussi une question de sécurité pour la victime, et que la fonction audio étant quand même la fonction la plus importante du dispositif, pouvoir avoir ça va être pour nous une avancée assez significative. En ce qui concerne la blockchain, alors on regarde quand même pour pouvoir essayer de diversifier
le type de blockchain qu'on utilise. Alors nous, on est sur de la blockchain publique, mais regardez aussi différents types de blockchain publiques parce qu'elles n'ont pas toutes la même, on va dire, la même empreinte sur ce qui est sur la consommation d'énergie. Elles ne sont pas toutes aussi énergivores les unes que les autres, donc quand même regardez ce point-là. Et puis, bien sûr, le sujet que l'on traite étant un sujet malheureusement universel. Aujourd'hui, on est principalement utilisé en France, mais avec la volonté d'amener IOP dans d'autres pays, puisque c'est un sujet qui dépasse largement les frontières françaises. Parfait. Je continue avec vous, Sandy, parce qu'on a une autre question de François de chez elle. Pouvez-vous exposer les démarches que vous avez dû mettre en œuvre pour faire valoir les preuves en cours de justice? Est-ce que ça a été simple ou est-ce qu'il vous a fallu être accompagné d'experts techniques et ou d'avocats justifiant de la valeur cryptographique des informations? Alors, nous, comme on est assez récent, on n'a pas non plus énormément de cas qui sont arrivés en justice. Mais alors, nous, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, puisque de toute façon, une personne, quand elle porte plainte et qu'elle utilise pour corroborer son récit des preuves capturées grâce à IOP, son premier interlocuteur, c'est ou la police ou la gendarmerie. Et donc, c'est quand même donc, quand une personne qui présente ses preuves se retrouve face à un enquêteur qui est tout à fait finalement réceptif à ces nouveaux types de preuves, et donc là, ça se passe de toute façon très bien, parce que de toute façon, finalement, c'est documenté. Tout comme un autre type de preuves. Et quand les preuves sont récupérées du coffre-fort numérique, parce que la personne a la possibilité, si elle a choisi de garder les preuves dans la galerie de l'application, de pouvoir les montrer à l'officier de police judiciaire, qui peut tout à fait transcrire totalement un enregistrement ou décrire ce qui est vu sur la vidéo. Et si jamais la personne n'a pas choisi de le faire et qu'il faut vraiment aller récupérer la preuve sur le coffre-fort numérique, donc là, c'est une procédure sur réquisition. Donc, la police ou la gendarmerie envoie une réquisition à IOP, puisque cette réquisition est absolument importante pour pouvoir prouver qui a récupéré, à qui a été donné l'accès au coffre-fort numérique, sur quelle réquisition et à quel moment a été récupérée la preuve. Donc, tout ça fait partie du processus de traçabilité. Et donc, dans une telle procédure, de toute façon, ça dépend beaucoup finalement, en fait, de la police, la gendarmerie et le parquet qui gère la procédure. Donc, la preuve est récupérée, elle passe dans un scellé numérique. Et donc, il y a des parquets qui acceptent, et il y en a qui sont, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus frileux. Mais le rôle de la police et de la gendarmerie dans la partie enquête à charge et décharge, et expliquer comment ils ont eu cette preuve, où est-ce qu'elle a été stockée, de mettre du contexte autour. La victime présente cette preuve, c'est absolument important. Je veux bien apporter un petit complément là-dessus. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais participé à une table ronde organisée par le Centre de recherche de la Gendarmerie nationale, et où il y avait justement un gendarme qui était intervenu là-dessus. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il y a le contexte IDAS sur la signature électronique. Tout ce qui est des mécaniques techniques en fait qui sont en place dans les blockchains, notamment pour signer les transactions, etc., reposent en fait sur les mêmes mécanismes techniques que ce qu'il y a à base de clés publiques, clés privées, que ce qui est validé dans IDAS. En revanche, les mécanismes décentralisés, par définition aujourd'hui, ne sont pas validés dans IDAS.
Néanmoins, ce qu'expliquait ce gendarme, c'est qu'il avait procédé, donc c'est il y a 2 ans, il avait participé peu de temps auparavant à une enquête sur des sujets de pédopornographie. Et vous avez saisi chez le suspect une clé privée qui correspondait à un accès à un compte Bitcoin qui avait procédé à des achats de matériel pédopornographique et que ça avait effectivement permis une condamnation, c'est-à-dire que le juge avait reconnu que possession de la clé privée de ce compte Bitcoin valait utilisation du compte Bitcoin, enfin valait preuve d'utilisation de ce compte Bitcoin pour procéder à ces achats. Donc en fait, on est dans un domaine où je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais finir par dire des conneries, mais ma compréhension, c'est que on n'est pas dans un contexte, sur les blockchains, on n'est pas dans un contexte IDAS au sens où ce n'est pas une signature reconnue automatiquement, de manière sans qu'il puisse y avoir discussion. Donc il y a une évaluation par le juge, mais globalement, la jurisprudence, en tout cas sur les questions pénales, la jurisprudence va dans le sens des juges qui reconnaissent qu'en fait, la possession des clés, en gros, c'est la même chose, que vraiment avoir, c'est une preuve d'utilisation. Quand on est sur des contextes plus comme nous on traite, B2B, etc., la bonne façon de le gérer, en tout cas la façon dont nous on le gère, c'est que l'adhésion par les entreprises au réseau va de pair avec une convention sur la preuve, donc finalement avec un engagement contractuel que chacun passe, enfin que chaque partie prenante passe, de reconnaître a priori les données inscrites dans la blockchain comme valant preuve, de manière contractuelle, mais parce qu'on est dans un contexte B2B, donc ça suffit. Mais donc effectivement, il y a une question autour de l'IDAS, mais quand même globalement, quand elle est bien prise, elle a l'air de se résoudre. Tout à fait. Très bien, parfait. Je vois qu'on arrive à la fin de notre temps. J'allais dire, Timothée, si vous avez un dernier mot à ajouter, je ne sais pas, comment vous voyez l'adoption des technologies blockchain dans les prochaines années C'est toujours une question compliquée, bien sûr. Mais de façon générale, c'est vrai que la blockchain profite et pâtit de son meilleur ami et son meilleur ennemi qui est la finance. Évidemment, on parle énormément de la blockchain pour des affaires de Bitcoin, d'Elon Musk, et voilà. Mais c'est aussi ce qui la met en lumière et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut développer des projets comme on vient de le voir aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est le Bitcoin qui fait le buzz, mais je pense que notre quotidien du monde de demain, ce sera des applications telles que celles présentées par Sandy et celles présentées par Mathieu qui le feront. Donc, au final, c'est vrai qu'on parle souvent de cette blockchain pour des affaires de crypto-monnaie. Oui, ça fait rêver les milliards, je pense c'est normal. Mais dans le concret, au jour le jour, dans les tribunaux, comme on les a vus, dans les entrepôts également, voilà, c'est une technologie qui, en tout cas, fait sens avec des demandes de la société, je pense, met en place des mécanismes qui sont attendus, je pense, par les populations de transparence, de contrôle, de vérification. Voilà, on sait de plus en plus de choses et on veut se donner les moyens d'être sûr que ce qu'on fait est en cohérence avec ce qu'on pense. La blockchain est un moyen de le faire à un certain niveau, bien évidemment. Hein, voilà, c'est pas non plus magique. Il n'y aura dans la blockchain que ce qu'on y met, mais en tout cas, je pense que ça touchera assez profondément des mécanismes, même si l'utilisateur final ne s'en rend pas compte quelque part, mais des mécanismes assez profonds de nos sociétés, voire aller jusqu'à l'identité distribuée. D'ici quelques années, pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Timothée, Sandy, Mathieu et aux participants qui nous ont suivis aujourd'hui. La conférence sera disponible en replay pour information sur le site de Spring, mais aussi directement, vous allez recevoir un lien aussi pour accéder au replay. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi avec la suite du programme Spring et peut-être à bientôt pour d'autres conférences. Merci, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.